avec un sujet, vous l'aurez compris, qui va nous occuper pour les années à venir. Merci. Oui, Bernard, une question. Bernard Fraîche. J'ai participé un petit peu à tout ça, là, Frédéric. Là. Julien, dis-moi, si je suis MSU dans la France, là, et que je veux faire partie des 1000 qui vont inclure, comment je fais? Est-ce que ça marche? Oui. Alors, comment tu fais? C'est une bonne question sur laquelle il va falloir qu'on travaille cette année. Et moi, ce que je pense, c'est que si on veut 1000 investigateurs, c'est que partout, on fasse des formations ou de l'information sous un format à définir, demi-journée ou journée. Vous avez vu, il y a quand même pas mal de données techniques, mais il y a aussi celle de l'investigation. Et pour ça, il faut valider ces bonnes pratiques cliniques, les BPC. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire en 1 heure en ligne, collectivement, lors de ces formations. Et je pense qu'il faut organiser ce genre d'initiative un peu partout en France. Peut-être pour compléter la réponse de Julien, le projet est prévu, Julien l'a décrit dans sa présentation, comme un projet s'appuyant sur des écosystèmes régionaux. Il y aura donc à l'échelle de chaque région, et ces consortiums sont déjà constitués, associant l'ensemble des acteurs en région nécessaires à faire fonctionner les filières correspondantes. Concrètement, il faut un scanner, un radiologue, un réseau de radio, un réseau de scanners, un réseau d'acteurs de pneumo qui vont garantir la qualité de la prise en charge des patients que nous, on aurait inclus. Et il n'est pas possible d'inclure si on n'a pas tout le réseau d'aval pour que la qualité de la prise en charge soit garantie. Ces réseaux régionaux, ils sont pilotés par un coordonnateur régional, ils fonctionnent sous l'égide de l'ARS et au sein de chaque comité régional, bien sûr qu'il y a un généraliste. Nous, on plaide pour que ce soit un généraliste universitaire qui devrait du coup ne pas être très loin de ton écosystème habituel. Et donc en Nouvelle-Aquitaine, et il y aura en Grande-Aquitaine, je ne sais plus comment s'appelle la région, il y aura un référent généraliste qui pourra du coup collecter et lui-même animer un réseau dont on a dimensionné, pour donner un peu les ordres de grandeur, 1000 investigateurs sur notre réseau national de 33 facs, suivant un peu comment on les compte. Vous voyez bien, ça fait à peu près 33 investigateurs par subdivision universitaire. Donc on va retomber sur nos écosystèmes qu'on connaît déjà pour une part, et on va trouver, suivant les thématiques, suivant les motivations, suivant les engagements, mais un nombre d'acteurs qui nous paraît accessible. Bonjour, Maya Levert, médecin généraliste. J'exerce en Allemagne depuis 2 ans. Nous, on n'en est pas aussi loin dans le dépistage du cancer du poumon. Ce n'est pas du tout évoqué pour le moment. Donc la thématique m'intéresse bien. J'avais plutôt une question d'ordre technique. Est-ce que ces scanners, donc low dose, vont pouvoir être faits par les machines qu'on utilise déjà? Donc est-ce qu'on peut paramétrer, je ne sais pas, l'irradiation? Est-ce qu'il va falloir vraiment des machines spécifiques? Ouais, c'était un peu la question. Oui, je ne suis pas radiologue, mais je vais tenter on travaille un peu sur ça à Lausanne. Donc, en fait, les machines sont les mêmes. Ce qui peut être différent, c'est le logiciel d'analyse. Donc, ça peut demander une certaine mise à jour pour les radiologues du logiciel qu'ils utilisent par rapport à cette chose que s'ils ont l'habitude de mesurer le diamètre, ce qui fait foi, c'est plutôt cette idée de volume. Donc probablement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une assez grande motivation chez les radiologues, je ne sais pas en France, mais au moins en Suisse, et donc il va y avoir des choses qui seront les prérequis pour que des centres de radiologie puissent faire des scanners de dépistage, mais les discussions qu'on a eues, quasiment tous les centres de radiologie qu'on connaît sont assez confiants qu'ils pourront aller dans ce sens. Je vais avec Frédéric Debels et Céline Outier. Je vais compléter. Pour la France, nous, on a demandé à la NSM de travailler sur un contrôle qualité des installations. Et c'est vrai que sur d'autres dépistages, je vais prendre par exemple celui du sein, où il y a également de l'imagerie, il y a des différences de performance entre marques. Hein, donc faut le savoir. Donc probablement que l'ensemble des scans disponibles ne pourront pas descendre. Mais normalement, c'est une question de dose. Donc ça, ils peuvent adapter. Et ensuite, c'est la manière dont finalement le logiciel, mais finalement dont le signal est traité, quoi, quelque part. Donc voilà. Nous, c'est l'ANSM qui travaillera sur un contrôle qualité à ce niveau-là. Je ne sais pas si Céline, tu veux rebondir avant que je repasse la parole.
J'ai l'impression que ça a été dit. Oui, je ne suis pas radiologue, mais pour travailler avec les radiologues, ce qui est dit, donc il y a effectivement la question de la dose, et il y a aussi la question de ce qu'on regarde à l'image. Donc c'est complémenté par l'IA, mais il y a une vraie question de formation des radiologues derrière, donc ils sont déjà en ordre de marche pour le faire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ils ne vont pas regarder tous les surdiagnostics, ils ne vont pas tout regarder au scanner. Ce ne sera peut-être pas tous les centres de radiologie, mais avec des radiologues accrédités. De toute façon, quel que soit le professionnel, il va devoir être formé, que ce soit pour la médecine générale, que ce soit pour les radiologues. Et juste dans le cadre du projet qui nous est soumis, a été évoqué également de regarder l'ultra-low dose, donc de baisser encore les doses pour la détection. Je vois des questions en haut à droite, puis après à gauche. Oui. Alors, Taïna Kempf-Le-Marchand, je suis médecin généraliste dans le Rhône. Moi, je me posais la question, j'ai de temps en temps des patients qui me demandent un dépistage du cancer du poumon, ils sont asymptomatiques. Qu'est-ce que je leur réponds et est-ce que je prescris hors protocole de recherche? Alors, par définition, aujourd'hui, c'est de la recherche. Donc, il n'y a pas de recommandation de pratique en France sur le sujet. Et quand on est dans la recherche, faire de la recherche sans être dans le cadre de la recherche, c'est pas très recommandé. Ça s'est vu à Marseille ou à d'autres endroits, mais c'est en général pas très recommandé. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je le dis un petit peu comme ça, de façon un peu abrupte. Je ne sais pas si d'autres intervenants... Non, mais pour compléter, moi je dirais qu'il y a le dépistage opportuniste existe, hein, et c'est la responsabilité du médecin de prescrire des examens. Mais là, vu le contexte, ce serait bien de réserver vos patients à l'inclusion dans l'étude, de plutôt ne pas vous précipiter, d'être patient une petite année, et puis ensuite, comme ça, on pourrait les inclure. Peut-être pour répondre aussi d'une autre façon, mais parce qu'il y a un enjeu de faire une fois, ce qui est un peu l'hypothèse de faire du dépistage opportuniste ou du diagnostic précoce. Et il y a toute une stratégie là que, je ne sais pas jusqu'où elle a été claire pour chacun, mais qui repose en fait sur 4 scanners en 5 ans. C'est ça sur quoi on part pour le dépistage pilote. Bonjour, je suis Sandrine de Nantes. J'avais une question par rapport à l'irradiation, qui est quand même une question, je pense, qui va beaucoup revenir, parce que dans le document présenté par Kevin Selby, on voyait que le scanner low-dose avait un équivalent 0,7 de je ne sais pas quelle unité, mais que quand on voit que la moitié des scanners suspects nécessitent un scanner normal qui donne une irradiation à 7, c'est quand même beaucoup d'irradiation pour beaucoup de patients, et je ne sais pas si ça a été évalué ou si ce sera évalué. Alors, nous, on a une collaboration avec l'IRSN qui est spécialisée là-dedans. Globalement, je ne vais pas faire de la méchante caricature, mais quand on en parle aux radiologues, ils nous disent « il n'y a rien du tout ». Voilà. Bon, on sait, avec la mammographie, on sait avec ce dépistage-là qu'il y a quand même des risques de cancer radio-induit. Donc, on travaille sur une modélisation et ça va prendre en compte différents scénarios, y compris celui que vous décrivez, de la confirmation finalement du diagnostic ou du suivi. Et on n'aura pas la réponse tout de suite. Hein. On est parti sur un travail qui est à peu près d'1 an là, en termes de délai. Oui, bonjour. Caroline Montera-Gioni, je suis médecin généraliste près de Nancy. Merci à toutes et à tous pour vos présentations. Je trouve que l'impact en termes de santé environnementale, il a vraiment été survolé. Et merci pour les orateurs qui en ont parlé. Et je crois qu'au contraire, c'est vraiment une question qu'aujourd'hui le médecin généraliste doit se poser en cabinet, au même titre qu'on se pose la question de l'irradiation quand on prescrit, au même titre qu'on se pose la question de coûts financiers. Je crois que le coût environnemental, il est aussi important. Et est-ce que j'ai bien compris que c'est quelque chose qui n'avait pas encore été intégré? Alors on a calculé le coût en termes de santé publique, mais on ne l'a pas calculé en termes d'impact environnemental. C'est bien ça, et ça me paraîtrait assez fou aujourd'hui de ne pas le faire. Merci. Alors, on est d'accord, on ne l'a pas fait. Alors, pour l'instant, on a ciblé effectivement tout ce qui est santé publique et les outputs habituels, quoi, pour le coup. Néanmoins, c'est une question qu'on a en tête, qui nous a été posée également par la Direction générale de la santé, et à laquelle on devra répondre. Et on va se servir de certains des éléments que va produire le programme pilote pour ça. C'est-à-dire qu'on peut en théorie dire, voilà ce que ça pourrait avoir comme effet sur l'environnement, mais ce qu'on a besoin, c'est de le documenter. Donc ça ne va pas être écarté. Voilà.
Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Sophie de Ronceret, je suis médecin à Guérande. Je ne sais pas s'il y a des lecteurs ou des rédacteurs de Prescrire, mais j'ai été un peu ébranlée cette année par un article qui est sorti sur les dépistages, en parlant du dépistage du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, du cancer du côlon, et pour les pays qui le pratiquaient, du cancer du poumon, en disant qu'il n'y avait pas de diminution de mortalité. Bon, j'y vais. En fait, il y a un débat sur la mortalité globale. Il n'y a pas de débat sur la mortalité par cancer du poumon, comme du cancer colorectal. Et donc, sur la mortalité globale, on sait que pour le cancer du colorectal, par exemple, s'il y en a une, c'est moins de 1%. Mais il y a tout un débat aussi sur le fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas d'action sur la mortalité globale qu'il ne faut pas le faire. Hein. Donc voilà, c'est souvent, et c'est l'intérêt de prescrire, aussi de rappeler des choses qui sont évidentes. Sur le cancer du poumon, moi j'ai entendu tout et son contraire. Donc voilà, je pense que ça mérite d'être stabilisé sur la mortalité globale. Oui, juste pour, parce qu'il y a eu un article, je ne connais pas l'article dans Prescrire, mais dans le Annals of Internal Medicine, il y a eu un article qui a pris la position de se demander pour différents dépistages quels sont les nombres de jours ou d'années pour chaque dépistage. Ce que moi j'ai trouvé un peu dommage dans cet article, c'est que pour le dépistage cancer du poumon, ils n'ont que pris les essais cliniques qui ont comparé avec ils n'ont aucun dépistage. Tandis que 3 des plus grands essais cliniques ont comparé à la radio thoracique. Donc, en fait, c'est toujours un peu qu'est-ce qu'on inclut, qu'est-ce qu'on n'inclut pas. Ma lecture personnelle, c'est que c'est un des seuls dépistages qui a pu démontrer une diminution de la mortalité globale, qui est seulement 5%, mais au moins on le voit dans le Cochrane. Par contre, ça, c'est si on inclut également les essais cliniques avec comparaison avec le radiothorax. Si on ne les inclut pas, on ne perçoit pas cette ça incluait radio et scanner. Et merci Julien, parce que vous illustrez la petite BD qui était juste en dessous, où le patient demande à son médecin docteur, est-ce que ça va faire diminuer ma mortalité? Le médecin répond statistiquement non, mais j'espère que pour vous, oui. Je vais juste apporter un complément. C'est une bonne question qu'on s'est posée également, et, enfin pas que nous, hein, mais je veux dire, quand on a abordé le sujet, c'était de savoir s'il fallait avoir un angle uniquement poumon ou beaucoup plus large, puisque là on parle d'un facteur de risque pour lequel il y a quand même 18 localisations de cancer, et je parle que de cancer. Mais, donc au final, on a décidé, nous, de rentrer par ce qui était démontré en termes de mortalité spécifique, et il n'est pas exclu qu'ensuite on élargisse et on ait une approche beaucoup plus globale en termes de suivi et de surveillance médicale. Mais c'est difficile de rentrer sur l'ensemble des localisations et l'ensemble des risques en fait, encourus derrière. Ça rappelle aussi comment nos patients ne souhaitent pas être soignés comme des objets de santé publique, mais bien comme des individus, et combien notre rôle est important pour répondre aux questions qui sont différentes suivant nos patients. On a beaucoup de projets qui portent sur la décision partagée. Celui-là pourra en faire partie. Je sais que Kevin travaille dessus. Plusieurs équipes ici travaillent dessus. Je propose le fait que, effectivement, on n'est pas vraiment en tout cas que la différence en termes de mortalité globale soit moins forte, on va dire, moins prouvée, ça pose cette question-là. C'est qu'il faut élargir, bien sûr. Merci à tous. Je propose qu'on s'en tienne là. Bon appétit.